Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bienvenue à tous, toute la Celtic Nation, nouvelle saison qui s'annonce, peut-être glorieuse, peut-être pas, l'avenir nous le dira. On est là pour parler d'avenir justement, donc on va faire ça à notre sauce, pas à la sauce preview un peu classique. On a décidé de voir les choses autrement. On s'est tous posé des questions dans l'équipe, à savoir par rapport à la saison qui arrive, qu'est-ce qui va nous intéresser spécifiquement et quels sont pour nous un petit peu les facteurs qui peuvent déterminer une saison et la qualité de la saison à venir. Donc, pour ce faire, j'ai avec moi quasiment toute l'équipe. Il ne manquera que Elias à l'appel, mais il sera là très bientôt. On est là, on a fait un petit hors-série pendant les vacances. Là, on revient pour de vrai. La saison, c'est dans quelques jours maintenant. Donc, on est ensemble pour, je sais pas, une petite heure sans doute, et on va essayer de vous présenter ça de la meilleure des façons. Donc, ça va être sous forme de dialogue. Donc, c'est un petit peu différent de ce que vous pouvez voir ou entendre ailleurs. On n'a pas voulu non plus parler de l'affaire Emi Udoka parce qu'on n'est pas gala et que c'est clairement pas notre registre et qu'on a encore une fois très peu d'infos à l'heure actuelle, sachant que là, on est le 6 octobre, donc il n'y a rien qui a vraiment fuité dans les médias mainstream. On va commencer avec Hugo, qui s'est intéressé depuis un certain temps en plus au nouveau coach, à celui qui remplace Ime Udoka, a.k.a. celui qui a chaud au slip. Joe Mazzulla, tu as souvent dit en off avec nous que toi tu l'aimais beaucoup. Et qu'est-ce que ça peut donner, Joe Mazzulla, avec cet effectif des Celtics, Hugo ? Alors déjà, bonsoir à toi Pierre et bonsoir à toute la Celtic Nation. Je sais que c'est une question qui est quand même importante pour pas mal d'entre vous parce que voilà, c'est vrai qu'on en parle souvent entre nous. C'est difficile de juger des assistants NBA. Donc pour répondre à cette question, déjà je vais m'appuyer sur deux choses. La première, c'est son passé de head coach à Fairmont State, donc en D2 universitaire. Donc oui, on a la chance, en tout cas en D2 universitaire, d'avoir pas mal de matchs disponibles gratuitement sur YouTube. Bon, c'est des trucs très très sombres avec une caméra un peu comme la Pro A en fait. Donc du Keymotion, voilà, un petit tag sur la Pro A qui fait plaisir. Mais voilà, donc on va s'intéresser à son passé à Fairmont State et aussi à quelques-unes de ses déclarations à lui, aussi des déclarations de joueurs pour qualifier son travail tout simplement. Alors, premièrement, pour vous rafraîchir un peu la mémoire déjà, donc Joe Mazzulla, il a eu en charge l'équipe de Summer League des Celtics, donc pas cet été, l'été d'avant. Donc quand Brad Stevens a pris ses fonctions de GM. Et honnêtement, donc on avait fait, je vous le rappelle, finale de Summer League perdue face aux Kings. Mais sur cette Summer League, tous les matchs étaient un pur régal. Il n'y a que le premier, je me souviens, contre Atlanta, qui était un peu poussif. On gagne sur un game winner de Romeo Langford. Cœur sur lui. Mais voilà, donc on avait fait une Summer League très très impressionnante avec seulement 3 entraînements communs. Et ce qui était impressionnant, c'est de voir qu'il avait vraiment mis en place un vrai fond de jeu avec beaucoup de demandes pour ses guards, beaucoup de guard play, ce que les Américains aiment beaucoup de drive and kick. Ce qu'on a notamment retrouvé pas mal dans le premier match de pré-saison face aux Hornets, avec Marcus Smart en premier quart-temps par exemple. Et donc voilà, donc il s'est beaucoup appuyé sur Pritchard, sur le driving kick pour Nesmith, Langford et même Bégarin à l'époque. Donc voilà. C'était basique, certes, pour une Summer League, mais avec 3 entraînements communs, on pouvait pas attendre beaucoup mieux. Mais surtout, c'est un jeu qui est facile à mettre en place et qui est très efficace dans une NBA moderne. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent du drive and kick et c'est très rémunérateur. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on a retrouvé en Summer League. C'est ce qu'on retrouvait énormément aussi à Fairmont State.
À Fairmont State, il utilisait aussi pas mal de guard play avec un guard qui, j'ai plus son nom, mais qui était très très petit, très très vif, un peu en mode Kemba Walker pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est pas vraiment ce qu'on a chez nous, mais quand même, là on a la chance d'avoir pas mal de guards. En plus, il a su utiliser de façon optimale Peyton Pritchard dans Summer League, donc je serais pas étonné de le voir aussi avoir plus de responsabilités, le petit Pritchard. Donc voilà. Sinon, pour ce qui est du jeu, il utilise beaucoup de flex offense, donc ça va vous rappeler un peu Brad Stevens pour ceux qui se souviennent. Donc la flex offense, Ouais, explique ce que c'est la flex offense, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. pour y aller très très brièvement, pour pas rentrer dans trop d'anglicisme tout ça, c'est un système en fait ouvert. Donc c'est plus même une forme de jeu qu'un système que vraiment beaucoup d'équipes utilisent, que ce soit en NBA ou en Europe, même partout. Et en gros, ça consiste enfin, pour qualifier brièvement, généralement la forme la plus courante, c'est un back pick de l'intérieur pour le meneur, histoire de faire remonter l'intérieur en tête de raquette et ensuite de découler tout un système autour de ça. Donc en faisant remonter via des systèmes, via des écrans non porteurs les meneurs pour venir chercher en haut et jouer généralement du pick and roll. Donc voilà, ça c'est la flex offense, c'est ce qui est utilisé énormément à Fairmont State. Ce qu'il utilise énormément aussi, c'était les split screens, donc en gros les écrans de côté pour libérer un quart de terrain. En gros, il utilise beaucoup ça. Et on l'a vu notamment dans le match, il me semble que là c'était sur le deuxième par contre Toronto. Il utilisait pas mal pour libérer des quarts de terrain aussi pour Jaylen Brown. Donc ça peut être intéressant parce que je pense que Jaylen Brown, justement, je l'ai assez critiqué l'année dernière, mais son utilisation optimale, c'est là-dessus, c'est sur de la finition, c'est prendre le ballon, attaquer sur 1-2 dribbles rapidement et finir. Et je pense que Joe Mazzulla, de par son système et sa connaissance, sa science du basket, pourra le mettre dans les meilleures dispositions, en tout cas j'espère. Et en plus, on en parlera plus tard, mais avec l'arrivée de Brogdon, j'espère qu'on le déchargera un peu de quelques charges dans le playmaking. Et sinon, voilà, donc beaucoup aussi de pick and pop. À Fairmont State, je crois que j'ai regardé 3 matchs pour rien vous cacher le week-end dernier. J'ai l'impression, bon, j'ai pas de stats sous les yeux, mais vraiment sur les écrans, c'est quasiment du 50-50. C'est-à-dire que 50-50 entre pick and roll et pick and pop, ce qui est assez énorme. Hein. Dans le basket, généralement c'est beaucoup plus de pick and roll que pick and pop. Et ça peut vraiment très bien fitter avec notre roster parce qu'on a des joueurs comme Al Horford qui ne fait quasiment plus que ça. Il est plus capable de roll vers le cercle, alors vraiment sur du short roll pour organiser le jeu derrière, mais c'est plus un joueur qui va roll pour aller finir au cercle. Même Luke Cornett qui est plus un big qui est spécialiste du pop, et même des joueurs comme Tatum ou je vais faire plaisir à Titouan, Sam Hauser, qui je pense peuvent être utilisés là-dessus. Donc voilà, vous verrez, hein, Mazzulla de toute façon c'est un disciple de Brad Stevens, parce qu'avant d'être à Fairmont State, il a commencé dans le staff des Red Claws, donc notre ancienne équipe de G-League. Donc franchement c'est pas étonnant, parce qu'on va vraiment retrouver beaucoup de concepts chers à Brad Stevens. Alors sur le premier match, on a vu aussi un autre point clé de la philosophie de Mazzulla, je sais pas si vous avez fait attention, mais l'utilisation de la ligne de fond. Parce qu'à Fairmont State, c'est pareil, il utilise beaucoup la ligne de fond pour proposer des coupes. Et on l'a vu avec Jaylen Brown en premier quart-temps. Alors il y a eu des pertes de balles parce que forcément c'est un premier match de pré-saison, donc les automatismes sont pas encore à 100%, mais on a quand même vu pas mal de tentatives de backdoor ligne de fond soit pour aller finir sur un backdoor justement, soit pour ensuite emmener un défenseur intérieur pour proposer une coupe d'un big aussi pour finir sur un panier facile comme ça. La ligne de fond, c'est un truc qui est utilisé beaucoup aussi à Fairmont State. C'est une des faiblesses, je trouve, en NBA, parce que pas mal d'équipes paniquent quand ça attaque la ligne de fond. C'est ce on l'a vu en finale d'ailleurs contre les Warriors. Les Warriors nous ont vraiment détruit à chaque fois en proposant pas mal de coupes via la ligne de fond. Donc ça peut être vraiment une belle arme pour nous si on ajoute ça à notre arc, parce que l'année dernière on l'a dit, en tout cas pendant les 3 mois de la saison, on s'est trop reposé sur l'isolation. Là, si on peut varier beaucoup plus, avoir beaucoup plus de jeux sans ballon, ça sera mieux.
Et sinon, très rapidement, hein, parce que sinon ça va faire un peu long mon intervention et je m'en excuse, mais pour le moment en tout cas, on n'a pas encore pu voir sur les matchs de pré-saison beaucoup de concepts qu'il avait utilisés à Fairmont State. Il y a, à mon goût, encore trop de drive and kick parce on se repose vraiment encore trop sur ça pour l'instant. Donc c'est bien d'en avoir, ça sera mieux de varier encore, mais bon, il y a déjà quelques bribes qu'on a pu voir, c'est intéressant. Et sinon, parce que là, vous m'entendez parler d'attaque, tout ça, mais la Ouais. défense, c'est bien aussi dans le basket, hein. Mais donc il a fait la fac de West Virginia, et je vais rien vous apprendre, Pierre Titouan, en bon fan de college basketball. West Virginia, c'est une des plus grosses défenses, en tout cas extérieures de la ligue. On les a longtemps surnommés Press Virginia parce qu'ils défendaient énormément en presse avec les meneurs. On se souvient de Javon Carter, hein, le meneur des Bucks actuellement qui s'est fait une grosse réputation pendant 4 ans là-bas là-dessus. Et bah, Joe Mazzulla, c'était un peu le Javon Carter avant l'heure en fait. C'était le meneur qui allait à chaque fois presser. Et c'était un mec, bah, comme les Américains disent, un tough guy. Donc c'est un gars qui est dur. Donc alors, je sais pas s'il sera aussi dur dans son coaching qu'à Udoka, parce que on l'a vu l'année dernière en début de saison, il était dur dans ses interventions et dans son discours. Mais je pense qu'il est capable de le faire de par son passé de joueur et de par son expérience. Ouais, justement, je voulais t'arrêter un petit peu sur ça. Comment, comment il est, l'ami Joe, justement, sur le bord de terrain? Est-ce que c'est quelqu'un qui est excité, s'en prend à ses joueurs ou qui est plutôt vraiment plus dans la mesure à la Brad Stevens et pas très démonstratif? Est-ce que c'est quelqu'un qui pousse des coups de gueule de temps en temps? Comment il est psychologiquement avec les joueurs? Parce que ça, c'est aussi un des travaux du coach, c'est justement d'impacter aussi sur la psychologie pour obtenir ce qu'il veut. Comment il est sur le bord du terrain? Alors, pour te répondre, Ce que tu as vu, hein. je vais utiliser une déclat de Brogdon, justement, qui l'a fait, bah, qui a déclaré ça, je crois, juste après le premier match face aux Hornets. En gros, il expliquait que bah, c'était un mec vraiment, en tout cas en tant que coach, assez calme, qui expliquait vraiment clairement ce qu'il voulait, sans rentrer dans l'invective, tout ça. Et justement, je retrouve un peu de Udoka là-dedans, parce que Udoka, même s'il était dur, etc., dans ses discours, notamment quand on enchaînait les défaites, on l'a rarement vu quand même pousser des gros coups de gueule sur la sideline. C'était plus quelqu'un de vraiment posé qui mettait les joueurs face à leurs responsabilités, mais sans vraiment crier. Et là, je trouve que c'est un peu la même chose. Certes, il va peut-être parfois dire des choses dures si on commence à enchaîner les défaites, mais plus avec des réflexions construites, etc. Et je pense que c'est vraiment la meilleure des choses, parce qu'on l'a vu l'année dernière, ça fonctionne avec nos joueurs stars. Et donc, j'y vois plus, en tout cas par rapport à Udoka, une continuité plutôt qu'une vraie rupture, et c'est tant mieux vu la saison qu'on a fait l'année dernière. Est-ce que, par rapport à ce que tu dis, tu m'as dit, ce que j'ai retenu, hein, moi, code défensif. Offensivement, quelqu'un qui joue sur le spacing et qui donne de la liberté aux joueurs et du mouvement au ballon via le drive and kick. Est-ce que finalement, ça ressemblerait pas un peu sur le papier, en exagérant évidemment, euh, sur un peu en Udoka, en version pareil défensivement et un poil mieux offensivement? Ouais. Justement, en tout cas, c'est ce que, pour ma part, j'espère. Après, c'est sûr là, je me base beaucoup sur son passé à Fairmont State en D2 universitaire, encore une fois. Et je vais pas vous mentir, quand on regarde les matchs de D2 universitaire, il y a quand même beaucoup d'erreurs défensives. Des joueurs qui savent, par exemple, pas défendre enfin, quand on fait ce qu'on appelle, quand on flippe l'écran, c'est-à-dire on change l'écran de côté, les joueurs sont parfois perdus et parfois ils se rentrent même dedans. Donc c'est assez dur à voir au niveau défensif. Donc je pense pas que ce sera la même chose en NBA, mais c'est quand même un cerveau, je pense, offensif plus développé qu'Udoka, sans faire offense à Udoka, hein, voilà, qui était ce qu'il était. Mais je pense que Mazzulla est déjà plus jeune, donc a des idées qui sont quand même plus fraîches, plus modernes. Et je pense que ça peut vraiment être intéressant. J'ai oublié de le dire aussi, l'utilisation des staggers, donc les cascades d'écran. C'est quelque chose qu'il a utilisé énormément. On l'a vu aussi pour Sam Hauser dans le deuxième match.
Donc ça, c'est des choses qu'on voyait pas forcément sur Udoka, ou alors on le voyait une fois pour Tatum et c'est tout dans le match généralement sur une situation où on devait trouver un panier quand on était mené, tout ça. Là, c'est quelque chose qu'il essaye en tout cas de vraiment démocratiser, d'utiliser très souvent. Et voilà, donc ça m'étonnerait pas qu'en tout cas les idées soient plus neuves et plus novatrices et qu'on se régale en tout cas un peu plus niveau offensif. Même si en fin de saison c'était quand même pas mal. Hugo, j'ai une dernière question par rapport à son intronisation un petit peu surprise et sur le pouce, j'ai envie de dire. Est-ce que ça le fragilise pas un petit peu d'entrée? Est-ce qu'il est prêt? Il n'a pas de préparation. Du jour au lendemain, on lui dit, bim, tu vas coacher une équipe NBA qui plus est contender, a des ambitions pour le titre. Est-ce que tu penses que c'est une pression qu'il est capable de supporter? Ah, c'est sûr que c'est pas facile déjà de pas avoir le titre de coach parce qu'on le rappelle, il a le titre interim head coach. Donc on sait pas en fait si dans un an il sera toujours là, etc. Bon là c'est un entretien d'embauche à grandeur nature, j'ai envie de dire. Mais oui, c'est sûr que ça le fragilise un peu dans le sens où il a peut-être pas l'autorité, enfin, il n'a peut-être pas la sécurité de l'emploi d'un coach qui serait signé sur 4 ans, par exemple, comme un Udoka. Et par exemple, s'il a les résultats du Doka, c'est quoi, c'est au mois de mi-janvier, on avait un bilan quasiment équilibré, voire en Négatif, négatif. Ouais, ouais. négatif. Donc, s'il a ce bilan-là, je sais pas si on lui accordera la même confiance qu'à Udoka, par exemple. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il a la carrure parce que encore une fois, il a attendu ça toute sa vie. Il rappelle souvent. En plus, c'est un mec qui est natif du Rhode Island, donc du New England. Donc, il coach vraiment à domicile. C'est un fan des Celtics depuis qu'il est petit. Donc, il a attendu vraiment ça toute sa vie. Je pense qu'il est capable parce que c'est un mec on le voit de toute façon à chaque fois qu'on l'entend parler, que ce soit en Summer League ou même si vous regardez NBC Sports Boston, à la mi-temps, Scal appelle toujours un assistant. Et à chaque fois que c'était Mazzulla, son discours semblait vraiment posé, une analyse vraiment construite, tout ça. Donc je pense qu'il a vraiment une pensée basket qui est optimale. Pour ce qui est de la carrure, je pense qu'il l'a aussi de par son passé et ce qu'il a vécu, parce qu'il est passé aussi par des épreuves. Des, il a pas toujours fait les choses très bien dans sa vie. Bon, je vous laisse regarder. J'ai pas trop envie d'en parler, mais voilà. Mais donc voilà, il a vécu quelques épreuves. Il a toujours su s'en remettre, et je pense que ça lui servira aussi mentalement. Ok, très bien. Hugo, merci beaucoup pour le point sur notre nouveau coach pour la saison 2022-2023. Hein. Comme tu l'as précisé, c'est le coach intérimaire. Pour l'instant, rien n'est décidé pour Ime Udoka Titouan. On va partir avec toi, vu que nos autres collègues ont des problèmes de connexion. Titouan, toi, tu vas faire un focus sur deux joueurs, avec notamment un joueur que tu adores. Sam Hauser, qui est-il, d'où vient-il cet incroyable robot, comme dirait l'autre, et l'ajout qui a été un petit peu l'ajout phare de cette intersaison des Celtics, à savoir Malcolm Brogdon. Toi, tu t'es penché sur ces deux joueurs-là et sur ceux qui sont capables de nous amener. Dis-nous tout, commence par ton chouchou, je t'en prie. Yes. Alors, on va attaquer direct avec Sam Hauser. Je pense que c'est important de détailler un peu le profil du joueur avant de voir vraiment ce qu'il peut apporter aux Celtics. Sam Hauser, c'est un ailier de 24 ans qui fait 2,03 m pour un peu plus de 100 kg. Il arrive en NBA la saison dernière en étant non drafté, puis signé par les Celtics. Très très vite hein, d'ailleurs, hein. C'est quasiment Ouais. le soir, quelques heures après la fin du deuxième tour. Il a d'abord signé à Miami, non? C'est pas ça? Il signe pas à Miami, il se désengage et signe avec Boston. Il n'y a pas une histoire comme ça, je crois. Alors, bonne question. Je crois que c'est ça. Il y a un truc comme ça où il refuse Miami pour venir à Boston. Enfin, il y avait les deux sur la table en tout cas, et il finit à Boston. Et ouais, dès mi-août, il signe son two-way aux Celtics, une des meilleures signatures de two-way des dernières années des Celtics, je pense. Mais oui, c'est pas très dur. Et voilà, donc il arrive avec un bagage universitaire assez solide parce qu'il a passé 5 ans, dont une année redshirt, donc c'est une année où on ne joue pas souvent pour cause de blessures.
Il fait 3 saisons à Marquette, puis il fait sa dernière saison à Virginia, où il passe à 0,4% près de finir la saison en 50-40-90, puisqu'il finit à 50,3% au tir, 41,7 à 3 points et 89,6 au lancer franc. Pour ce qui est du jeu de Sam Hauser, ceux qui l'ont vu jouer à la fac ne devraient pas être très surpris de voir ce qu'il faisait déjà à Boston l'année dernière ou même en G-League. Sam Hauser, c'est du shoot, un peu de shoot et encore du shoot. C'est essentiellement sans ballon. Il n'a pas le dribble ni les qualités athlétiques pour se créer son tir ou driver. Mais c'est un shooter redoutable et surtout, chose qu'on oublie souvent de souligner, c'est que dans les shooters off-ball, il y a souvent, on va dire, 2 profils de shooters. Alors là, je vais faire une petite parenthèse pour détailler, mais en gros, il y a ce qu'on appelle les stationary shooters. Donc ça, c'est ceux qui vont attendre souvent dans le corner sans bouger, qui vont sanctionner les décalages en catch and shoot. Dans ce style-là, on peut penser à des joueurs comme était Danny Green, Robert Covington, PJ Tucker, par exemple. Et il y a ce qu'on peut appeler les movement shooters. Et donc eux, à l'inverse, ça va être des shooters qui ont souvent besoin de naviguer entre les écrans pour se mettre en rythme, qui ont la faculté de positionner rapidement leurs appuis en fin de course. Et donc ce sont des joueurs du type Joe Harris, Duncan Robinson ou même Klay Thompson qui a brillé par cette qualité-là en début de carrière. Et l'avantage de Sam Hauser, c'est que c'est un joueur qui excelle dans ces 2 types de tirs. Il place ses appuis rapidement, la mécanique elle est fluide, la courbe elle est très arrondie. Enfin bref, c'est un excellent shooter extérieur et le fait de pouvoir shooter à la fois en étant arrêté mais aussi après avoir navigué entre les écrans, ça pourrait être très bénéfique pour les Celtics. Mais voilà, je reviendrai un peu plus tard sur son utilisation. Je voudrais juste dire 2-3 mots sur le reste de son jeu et c'est tout de suite beaucoup moins positif, on va dire. Offensivement, en dehors de son shoot, c'est assez limité. Alors, il faut nuancer, je pense, le fait que c'est pas un trou noir. C'est pas, je sais que je suis un bon shooter, donc dès que j'ai la balle, je shoot. S'il reçoit le ballon et qu'il voit qu'il est pas en bonne position ou qu'un coéquipier est mieux placé, il aura l'intelligence de faire tourner la balle et de ne pas forcer ses tirs. Défensivement, là, on va pas se mentir, c'est plus compliqué. Il manque de qualité athlétique et de mobilité. Il a ce problème où il va être trop lent pour défendre des postes 3 et pas assez solide et athlétique pour défendre des postes 4. Donc, bon, Hugo nous en a parlé. Mazzulla est un coach avec des bonnes valeurs défensives. Va falloir qu'il soit astucieux pour le cacher et limiter ce problème-là. Après, alors je te rejoins sur les capacités défensives assez moyennes, mais intrinsèquement parce que c'est pas un grand athlète, on va pas se mentir. Offensivement, je trouve qu'il y a quand même une chose, à mon avis, qui est aussi à mettre à son crédit, c'est sa capacité à faire les bonnes lectures. Je trouve que c'est un joueur intelligent. Tu l'as dit un petit peu sur le fait que c'était pas un trou noir, mais il est aussi capable justement de voir qu'il y a encore un mec encore mieux placé que lui et faire la bonne passe, ou sinon faire juste le dribble qu'il faut aussi, parce qu'il n'est pas capable de toute façon d'en poser plus de 2 ou 3, clairement, et de aller faire une dernière fixation pour relâcher. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a vu sur certains matchs et de Summer League. Et là, dernièrement contre Charlotte, j'ai 2-3 séquences en tête où il fait ça, où je trouve que les lectures sont très très bonnes en fait, sur sa capacité à lire le jeu et à anticiper ce qui peut se passer. Défensivement, est-ce que tu crois que avec une condition physique, en étant un petit peu plus athlétique, un peu plus, déjà s'il gagnait en étant un peu plus fort au sol, il devient pas tout de suite beaucoup plus jouable? En fait, je pense que sur l'homme, il sera toujours, s'il est ciblé, il sera toujours en difficulté. D'autant plus que si tu es ciblé en NBA, c'est que tu es ciblé par des ball handlers quasi élite ou élite même. Et du coup, forcément, et c'est pas le seul, hein, ça arrive à du monde, mais il sera en difficulté. Après, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui est intelligent et qui est quand même assez grand, même s'il n'a pas des grosses qualités athlétiques. Et je pense que off-ball, il peut être très intéressant, qui plus est dans un roster comme celui des Celtics, où on a tendance à switcher pas mal et à faire une vraie défense collective, plus que de simples individualités. Je pense qu'il peut du moins ne pas être négatif de ce côté-là. C'est pour ça que j'appuyais sur le fait que Mazzulla va devoir être astucieux pour le cacher.
non pas le cacher complètement, mais éviter un maximum, et ça se fera par des switches, et quand tu es à côté de gars comme Smart, comme Brogdon, comme Horford, je me fais aucun souci pour lui. Mais c'est d'éviter un maximum qui se retrouve justement ciblé en maximisant les switches pour que, voilà, à chaque fois qu'il y a un James Harden qui arrive qui va le cibler, que Horford ou Grant ou Smart soient là pour faire un switch rapide. Donc ça, c'est pour Sam Hauser. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur l'ami Sam et qu'est-ce que tu attends concrètement en termes d'impact au niveau points, impact au niveau temps de jeu? À quoi il peut prétendre, selon toi? Justement, je voulais en venir sur son utilisation potentielle chez les Celtics. Alors bon, déjà par rapport à la saison dernière, c'est assez anecdotique. Il joue une vingtaine de matchs, mais c'est souvent du garbage time. C'est surtout en G-League qu'il a fait des grosses performances. Il y a quand même 5 matchs avec les Celtics où il a au moins 10 minutes de temps de jeu l'année dernière. Et sur ces 5 matchs, il a une moyenne de 15 minutes de temps de jeu. Il tourne à 7 points de rebond, une passe, à 50%, à un peu plus de 50% à 3 points. Alors évidemment, c'est que 5 matchs. L'échantillon est très très faible. Mais ça appuie quand même dans le sens de ce qu'on a vu de lui en NCAA et en G-League. Un gros shooter qui, en très peu de temps, peut rapidement apporter 8-10 points parce qu'il peut tout simplement rapidement mettre 3 shoots à 3 points en une quinzaine de minutes. Et voilà, il est proche de la barre des 10 points. Donc, on connaît l'importance d'avoir un spécialiste du shoot dans son équipe, surtout en 2022. Et le spacing a souvent été notre gros défaut la saison dernière. Brad Stevens a pallié à ce souci en ramenant Brogdon et Gallinari. Seulement avec la blessure de l'Italien, et je pense que Hauser a réellement une carte à jouer dans un rôle qui sera légèrement différent, parce que Gallinari est un joueur qui peut beaucoup plus porter le ballon que Hauser, beaucoup plus se créer son shoot. Mais cette différence peut être positive, et là je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur la capacité d'Hauser à jouer off-ball et à naviguer entre les écrans. C'est qu'Hauser va apporter cette polyvalence qui va permettre à Mazzulla de pouvoir le faire jouer aussi bien avec les titulaires, et dans ce cas-là, probablement dans un rôle plutôt de stationary shooter, où il bénéficierait des extra passes après les drive and kick, comme l'a expliqué Hugo, ou même après un short roll d'Orford, par exemple, mais aussi de pouvoir le faire jouer avec des joueurs de rotation, donc sans les Jays, par exemple, et auquel cas, ce serait pas impossible, du moins, d'imaginer quelques systèmes pour lui, comme on le voit chez le Heat, avec Duncan Robinson, par exemple. Donc, de temps en temps, des systèmes où on va faire naviguer Hauser entre plusieurs écrans pour le libérer et qui sont en bonne position pour sanctionner à 3 points. Donc voilà, pour ça, on peut l'imaginer dans des line-up avec du bon guard play, de bons poseurs d'écran, donc avec du Brogdon Horford, avec du White, du Grant. Donc voilà, après défensivement, je pense que, comme on l'a dit, il sera sur l'attaquant adverse le moins mobile et dangereux. Je sais pas, typiquement, on joue les Sixers, on le mettra sur un Tybull, par exemple, ou PJ Tucker, ou si on joue le Heat, on le mettra, je sais pas sur qui on peut le mettre au Heat. J'ai pas tout le roster en tête, mais voilà, en gros, il faudra le mettre sur le stationary shooter adverse, en fait, voilà, le joueur qui bougera le moins. La seule chose qu'il faudra faire attention avec lui, je pense, dans son utilisation, c'est de limiter les minutes avec un autre faible défenseur, on va dire. Par exemple, éviter les line-up avec Hauser et Griffin ensemble sur le terrain, ou Hauser Pritchard. Je pense que ça pourrait nous faire défaut. Mais sinon, ouais, dans son rôle de spécialiste du shoot, c'est quelque chose qu'on n'a pas spécialement, surtout sur les ailes. Et voilà, après le range de minutes, j'aimerais bien le voir avec une dizaine de minutes déjà pour commencer et ajuster après au cours de la saison. Déjà, on a vu, voilà, on a eu les premiers matchs de pré-saison. Alors, ça reste de la pré-saison et ça n'augure pas du reste, hein, on le rappelle. Hein, ce qui est en pré-saison est en pré-saison. Sinon, Carson Edwards sera MVP de la ligue. Mais on a vu déjà une belle connexion entre Malcolm Brogdon et Sam Hauser. On sent une espèce, en tout cas, j'ai l'impression qu'on sent déjà une espèce d'affinité basket. Alors, je sais pas si tu as ressenti ça ou si c'est un peu le genre de joueur qui trouve, il se trouve, en tout cas, Malcolm Brogdon trouve très facilement Sam Hauser. Et ça laisse peut-être que ça peut être un peu notre fer de lance de la seconde unité en attaque, pourquoi pas.
Bah, alors, j'ai pas vu le match contre les Raptors encore, j'ai que vu celui contre les Hornets, mais ça m'étonne pas plus que ça, parce que Brogdon, et j'en reparlerai un peu après, Brogdon est un joueur super intelligent, un excellent playmaker. On sent que c'est le genre de joueur qui a cette mentalité de passing first. Et donc, avec un shooter qui bouge bien et qui shoot bien comme Hauser, ça me choque pas plus que ça que Brogdon le trouve facilement. Bah justement, on va rester sur Malcolm Brogdon, qui est l'acquisition un petit peu surprise. On ne l'avait pas vu venir. Le méga trade qui a suivi pour l'acquérir, avec notamment Nesmith qui s'en va, Tice qui s'en va, un premier tour de draft, pour récupérer Malcolm Brogdon, qui a déclaré, on a su après, que Boston était dans sa liste des équipes qui voulaient rejoindre. Malcolm Brogdon, on connaît maintenant, il a commencé tard, il a été pris par Milwaukee, avant d'aller après Indiana. Qu'est-ce qui va, pourquoi ce choix, pourquoi Brad Stevens a fait ce choix d'apporter Malcolm Brogdon alors qu'on a déjà Marcus Smart, alors qu'on a déjà Derek White, alors qu'on a des porteurs de balles avec Jaylen Brown, avec Jason Tatum, etc., etc. Pourquoi ce choix et qu'est-ce qu'il va apporter avec le gros bémol si en pleine santé? Alors, Malcolm Brogdon, alors oui, la présentation, pas besoin de la faire, tout le monde le connaît maintenant, ça fait déjà 6 ans. Ça va être sa 7e saison NBA. Euh, je pense que Brad Stevens l'a ramené pour son côté, pour sa polyvalence tout simplement. Et c'est un joueur en fait qui te permet de jouer des différentes line-up parce que c'est un guard mais qui est quand même assez grand. Il fait 1m96, donc il fait pas loin de faire la taille de Jaylen Brown à peut-être 2 ou 3 cm près à peine. Donc on en parlait un peu en off, je serais même pas étonné qu'il y ait des line-up avec nos 3 guards, avec Smart, White et Brogdon sur quelques séquences. On l'a vu d'ailleurs face aux Hornets, il y a eu des minutes comme ça. Et je pense que ce que Brogdon peut apporter aussi, c'est un playmaking. Alors moi, j'ai souvent défendu le playmaking de Smart que je trouve un peu sous-estimé. Mais Malcolm Brogdon a un playmaking différent. Là où Smart a besoin, on va dire, que les gens bougent autour de lui et trouvent des belles passes, des beaux angles de passe, j'ai souvent l'image en tête d'un Jaylen Brown qui coupe et qui est servi par Marcus Smart et avec le talent de finisseur de Jaylen Brown, ça fait des paniers faciles. Là où Malcolm Brogdon va plus être, je pense, dans le drive and kick, chose qui avait tendance à manquer chez Marcus Smart. Euh, donc voilà, je pense que ça nous ramène à un playmaker. Euh, je ne sais pas s'il a un meilleur playmaking que Marcus Smart, mais en tout cas un playmaking différent, on va dire. Euh, donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et j'en parlais pour Sam Hauser, c'est le spacing. Et on sait que Marcus Smart, le shoot extérieur, c'est pas forcément sa qualité première. Et je pense que ramener un meneur qui est capable, donc comme j'ai dit, de porter la balle, de créer de l'offense avec la balle, mais aussi d'être dangereux off-ball, ça va être très important pour entourer les Jays. Et je pense que pour ceux qui ont vu Malcolm Brogdon jouer à Indiana et à Milwaukee, je pense que c'est plus le Malcolm Brogdon de Milwaukee qu'on aura plutôt que celui d'Indiana. Parce qu'à Indiana, évidemment, c'était l'option numéro 2, voire 1 bis. Euh, alors que je pense qu'il aura plus le rôle de Milwaukee, c'est-à-dire peut-être l'option 3, voire peut-être 4, mais qui va diriger la seconde unit en tant qu'option numéro 1 ou 2, on va dire, en sortie de banc. Malcolm Brogdon, donc on sait, hein, c'est déjà quelques saisons NBA, on connaît donc ses qualités de shooter, ses qualités de playmaker. C'est pas forcément non plus le joueur le plus esthétique au foot, une mécanique relativement particulière, on va dire, une mécanique qui lui est propre. On va rester poli. Défensivement, c'est solide, c'est dur sur l'homme, il est grand pour son poste. Lui, pour le coup, c'est un vrai 1-2. Souvent, parce que les 1-2, souvent, c'est des deux qu'on fait jouer un peu meneur. Lui, pour le coup, c'est un vrai meneur qui peut jouer aussi sur le spot de shooting guard.
Est-ce que quand même, avec Derrick White, ça fait pas un petit peu de redondance là-dedans? Alors, je pense que les profils sont bien différents. Par contre, je pense que ça va faire de l'ombre à Derrick White, ne serait-ce qu'en termes de distribution de minutes, en fait. Parce qu'après, les profils, alors c'est vrai que c'est deux bons défenseurs, c'est deux bons playmakers. Évidemment, Brogdon a un meilleur shoot que Derrick White. Euh, mais, mais je pense que le playmaking de Brogdon est plus étoffé, euh, plus varié. Par contre, comme je disais, en fait, la venue de Brogdon va te permettre d'avoir des line-up. En fait, le fait d'avoir les deux, même d'avoir les trois avec Marcus Smart, ça te donne quand même trois guards qui défendent très bien, trois guards qui peuvent porter le ballon. Et alors, je vais pas trop compter White dedans, mais ça te fait au moins deux guards sur les trois qui peuvent être utilisés off-ball, même si évidemment White et Smart, le shoot, c'est pas forcément toujours ça. Mais ils peuvent tomber dedans. C'est pas non plus c'est pas des Russell Westbrook. Voilà, petit tacle pour Los Angeles gratuitement, mais donc je pense que oui, ça va faire de l'ombre à White en termes de minutes. Par contre, donc ça peut être un inconvénient, on va dire, pour White, mais pour le roster des Celtics, je pense que ça t'offre un panel de line-up différent et de polyvalence de l'effectif qui est assez incroyable. Est-ce que le prix payé par Boston, dernière question, n'est pas un peu élevé? Un premier tour de draft 2023, sachant que la draft s'annonce exceptionnelle. On envoie Daniel Tice, on envoie Aaron Nesmith, qui a un petit potentiel, même si j'ai jamais été le plus grand fan de l'ancien joueur de Vanderbilt. Est-ce que c'est pas un peu cher pour un joueur qui est quand même très, très, très souvent blessé? Ouais, ça a été, si vous vous souvenez bien, quand il y a eu le trade, moi je suis arrivé un peu après la bataille. Et ma première réaction, quand j'ai vu qu'il y avait un premier tour, ma première réaction c'était justement de dire c'est pas un peu beaucoup. Euh, pour tout ce que tu as cité, et c'est même pas tant les joueurs, c'est plus le pic, mais pour le côté injury prone, pour le fait que bah, tu balances quand même un premier tour dans une QV qui s'annonce assez folle pour un joueur qui au final va sortir du banc et qui, je pense, ne dépassera pas les 30 minutes par match, ce qui au final n'est pas forcément un mal, hein, parce que vu comment il a l'air injury prone, c'est peut-être mieux comme ça. Mais après, je pense qu'on se dit ça tous les deux parce que on est des fans de la draft Exactement, et que exactement. Bien sûr, je à pose chaque, volontairement la question. à chaque fois, on passe des heures à scouter des joueurs pour au final voir notre équipe de cœur ne pas avoir de pick. Alors c'est C'est assez la vie qu'on a frustrant. décidé de mener, Titouan. C'est Voilà. ça qui est beau. Et Mais on est bon, encore là. quand on a vu certains pics, surtout on va dire au milieu des années 2010, on se dit parfois faut mieux ne pas en avoir, hein. Et c'est pas faux. Euh, mais, mais au final, de toute façon, alors je vais pas forcément répondre à ta question, mais j'ai envie de dire, la réponse, ce sera si on a le titre ou pas. Si Brogdon enfin, nous aide à ramener un titre, bah, je pense que tout est pardonné. Le titre pardonne tout, de toute façon. Exactement. Le titre donne raison. Alors le titre, je ne sais pas si on l'aura en fin de saison, mais par contre là, il y a un effectif qui est en train d'être construit. Jo, tu t'es posé la question de l'effectif, de comment il est construit. Même si la construction est encore en cours, il manque encore des pièces au puzzle, mais pour l'instant, est-ce qu'on a un effectif vraiment d'une meilleure qualité? Ouais, salut Pierre, salut tout le monde. Bon, je suis désolé, j'ai eu un petit souci technique. Ça aurait avec ce sujet, ça aurait peut-être été plus sympa que j'intervienne avant Titouan, qui aurait pu après rentrer dans le détail. Mais bon, du coup, comme ça, au moins, je spoilerai pas ce qu'il avait à dire sur sur Brogdon et sur Hauser. Ce sera l'avantage. Écoute, c'est une question intéressante et qui appelle une réponse très large. Donc pour faire un peu la comparaison avec l'effectif de l'année dernière, hein, donc on a l'ajout de Malcolm Brogdon, on vient d'en parler. Il y a eu la signature de Danilo Gallinari qui malheureusement s'est blessé entre-temps, du coup qui devrait apparemment manquer toute la saison. On va en reparler. On a les signatures en contrat two-way de J.D. Davison et Mfiondu Kabengele qu'on a vu jouer un petit peu sur le début de la pré-saison.
Bon, on les a vus en Summer League, mais voilà, je pense que c'est des joueurs qui auront quelques minutes, surtout Kabengele. On va avoir l'occasion d'y revenir. Il y a les prolongations de Sam Hauser, donc Tito en a parlé, et de Luc Cornet aussi, qui sont pas anecdotiques. Hein. Et puis il y a du coup très récemment, sans doute pour pallier un petit peu à l'absence de Gallinari, et puis vu que c'est sorti après la blessure de Rob, on peut se demander si c'est pas un peu l'une des causes aussi, cette signature de Blake Griffin pour 1 an. Voilà. Bon, alors avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, on va parler des galères. Concernant Gallinari, alors pour info, on a 2 théories ici au Trèfle. On a la théorie optimiste, qui pourtant n'est pas spécialement portée par les plus optimistes, c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Il y a ceux qui se disent que c'est une vieille blessure et que du coup, on peut peut-être espérer un retour avant la fin de la régulière. Et puis il y en a d'autres qui se disent qu'à 35 piges, le corps met plus longtemps à revenir et que du coup, c'est totalement foutu pour la saison. Présent. Ouais, voilà. Balance les noms. Non. En plus, non, je vais pas. Non, je rentre pas là-dedans. On a dit qu'on n'était pas gala. je participe pas. Moi, je vais partir du principe, quand j'ai fait ma petite analyse de cet effectif, je vais pas la jouer pessimiste, mais on va partir du principe que Gallinari reviendra pas. S'il revient, ce sera une bonne surprise. Même s'il revient, j'ai du mal à l'imaginer se remettre en rythme à temps, même en admettant qu'au niveau de la timeline de la blessure, ce soit vraiment le plus rapide possible. Il va revenir en fin de régulière, le temps qu'il se remette dans le truc, ou alors il va être balancé pour les playoffs. Voilà, ça pue quoi. C'est pas un truc qui risque. On verra bien. Moi, je vois ça comme un éventuel bonus, mais je vais pas y compter. L'autre truc pas cool, c'est cette opération de Rob Williams, qui devrait apparemment le tenir éloigné des parquets pour au moins 2 mois de régulière, hein, puisque si je dis pas de bêtises, il était question de 8 à 12 semaines au moment de l'opération. Ça fait 2-3 semaines déjà. Ouais, c'est ça. Ça doit faire 2 semaines. Donc bon. Est-ce que c'est un problème qui risque d'être persistant ou est-ce que c'est l'opération qui va définitivement régler le truc et qui va revenir top? On peut pas trop le savoir. Moi, j'ai envie de jouer la carte de l'optimisme. Je me dis que Rob est jeune, qu'avec un peu de... Enfin bon, on va pas avoir 2 grosses galères comme Est-ce ça. que le timing est pas un peu curieux? Moi, c'est le timing qui m'a aussi Carrément. qui m'a vraiment surpris, quoi. Il revient de vacances et se fait opérer à ce moment-là. J'ai trouvé ça. Alors, on n'a pas le dossier médical évidemment sous les yeux, mais c'est quand même assez marrant de dire ah bah ouais, au fait, mon genou ça va pas, je vais me faire opérer. J'ai trouvé ça assez curieux, mais bon, après si c'est pour le mieux, tant mieux. Hein. Ouais, c'est ça. Je suis pas du tout assez calé en comment dirais-je j'ai Si pas t'es fait- chirurgien, n'oublie pas de commenter. C'est ça. Voilà. Si on a des spécialistes de médecine ou des mecs qui ont fait STAPS, peut-être, je sais pas. N'hésitez pas à nous donner les infos. Il y avait peut-être besoin d'une petite période pour laisser redescendre. Je sais pas du tout. Je vais partir du principe que Rob va revenir. Espérer qu'on pourra compter sur lui. Et si c'est pas le cas, ce sera bien plus compliqué. Donc, ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Cet effectif, donc je vais y aller point par point. Je reprends un peu ce qu'a dit Titouan. On a une rotation sur le backcourt que je trouve très costaud. Smart et Brown en titulaire, Brogdon 6e homme, Derrick White qui est là aussi, Peyton Pritchard. Bon, je ne vais pas répéter ce qui a été dit sur Malcolm Brogdon, Titouan en a parlé. Avoir un joueur de cette qualité en sortie de banc, moi je trouve que c'est un luxe extraordinaire. Hein. J'ai vu les 2 premiers matchs de la pré-saison. Je trouve que l'apport en playmaking est dingue. Ce backcourt, il a en plus l'avantage d'avoir une qualité défensive assez folle. Le seul qui n'est pas un vrai bon défenseur, c'est Pritchard. Mais il fait clairement les efforts, donc c'est pas non plus surtout il est limité, il est petit et pas très moins athlétique que les autres, mais sinon c'est pas au niveau des efforts, lui, c'est juste que c'est son corps qui le limite, quoi. Ouais, clairement, mais il fait ce qu'il peut pour compenser quand même. Tu vois que le mec se donne, quoi. C'est pas le genre à fuir le truc. Donc voilà, le back court, je sais pas si on aurait pu avoir mieux. Concernant le front court, bon, pour les titulaires, donc encore une fois, en partant du principe que tout va bien,
Tatum, Horford et Rob Williams, si les trois sont en bonne santé, je sais pas, donnez-moi votre avis. Moi, j'ai cherché un petit peu. Je sais pas s'il existe une meilleure triplette sur les postes 3, 4, 5 en NBA, en fait. Des duos peut-être meilleurs que deux d'entre eux, sûrement. Les trois, j'ai du mal à voir. Donc le problème, ça va être après, ça va être derrière, ça va être au niveau de la rotation. Sur ces postes-là, niveau profondeur, on va avoir Grant Williams. Parce que, concrètement, dans le jeu, malgré tout, on a vu la saison dernière que Rob et Al sont les pivots numéro 1 et numéro 2 de cette équipe. Ils attaquent les matchs ensemble, mais très, très souvent, presque tout le temps, la première rotation, Grant rentre, et ensuite, ils jouent soit avec Rob, soit avec Al, soit Rob et Al derrière. Mais voilà. Grant qui doit donc normalement jouer ailier fort, qui va apporter sa défense, qui va apporter son shoot. On l'a vu en bonne forme sur le début de la pré-saison, ça c'est cool. Par contre, derrière, voilà, on peut se demander ce qui va venir ensuite. La blessure de Gallinari, on en a parlé, elle va laisser un vide, sauf si, et là je reprends un peu ce qu'a dit Titouan, et je sais que je vais lui faire plaisir, sauf si ce spot peut être pris tout simplement par Sam Hauser en fait, parce que c'est vrai que c'est pas exactement le même genre de joueur, mais on voit qu'il fait un très bon début de pré-saison. Je creuse un peu le sujet, même si Titouan en a parlé, mais bon, moi, les deux choses dans cette intersaison qui me hype le plus, on va dire, c'est l'arrivée de Brogdon et c'est le début de pré-saison de Sam Hauser. Donc, le sujet a déjà été évoqué, mais forcément, j'en parle un tout petit peu. À l'heure où on parle, Sam Hauser est à 18 points de moyenne par match sur ses deux premiers matchs de pré-saison et à 9 sur 13 à 3 points. Enfin, c'est cool, quoi. Moi, je trouve ça joli. Et puis comme vous l'avez dit aussi, c'est vrai que la défense n'est pas extraordinaire, mais pareil, je trouve qu'il montre de l'envie. Il a une belle vision du jeu. Enfin bon, on va pas s'enflammer. C'est que deux matchs de pré-saison en plus. Mais si Sam parvient à s'installer à ce niveau-là, moi j'ai vraiment envie de croire qu'il aura une vraie place dans cette rotation. Après, on peut parler un peu de Luke Kornet. Alors, Luke Kornet, il était pressenti, suite à la blessure de Rob, il était pressenti pour démarrer les matchs apparemment en tant que pivot titulaire aux côtés de Al Horford. C'est en tout cas ce qui ressortait de ce qui avait été vu au training camp. Et puis, bien évidemment, comme on aura de la chance jusqu'au bout, il se tord la cheville, je crois, et du coup, il est absent 2 semaines. Donc, on ne pourra pas voir ça. Mais il y a eu pas mal de déclarations qui avaient l'air de dire que ça croyait fort en Luke Kornet. Donc bon, on verra ce que ça donne quand il reviendra. Ensuite, donc, on a les deux contrats two-way, Kabengele qui a montré une belle énergie, qui a fait un très beau match contre les Hornets, là, le premier match de pré-saison. C'est sûr que la concurrence, l'adversité au poste de pivot contre les Hornets, c'était pas extraordinaire, mais bon, il a quand même, il s'est montré, il a montré des choses intéressantes. J.D. Davison, vu la concu, ça m'étonnerait qu'il joue beaucoup cette saison, mais bon, il est là, s'il intervient un petit peu, pourquoi pas. Du coup, tant qu'on est dans le training camp, la pré-saison, tout ça, bon, je le dis parce qu'il faut en parler, je m'attarde pas, mais je sais pas ce que vous en pensez, arrêtez-moi si j'ai loupé quelque chose, mais on n'a rien vu d'extraordinaire sur les mecs qui se battent pour les derniers spots. De toute façon, c'est des gars qui vont se battre pour les 13e, 4e, pour être 13e ou 4e. Ouais, techniquement, c'est des joueurs qui sont amenés à jamais jouer. On va pas se Voilà, c'est ça. C'est des joueurs qui sont là pour compléter un roster. Les choix peuvent être parfois judicieux en termes de basket, parfois pas du tout. Donc c'est vrai que les Broderick Thomas, les Jake Layman, les Noah Vonleh qui a l'avantage d'être du coin. Par contre, c'est sûr que c'est pas eux qui vont révolutionner en tout cas les rotations dans l'effectif. C'est le genre de gars qu'on pourra trouver lorsqu'on subira ou qu'on fera subir plutôt des blowouts. Donc c'est ces joueurs-là. Mais après, il y a quand même aussi autre chose, je crois, à pas négliger, c'est des joueurs qui peuvent se faire cut là, parce qu'il y a encore plein de joueurs qui sont dans des équipes où il y a trop de contrats. Derek Favors vient de se faire échanger à Houston, je crois. Houston, je suis pas sûr qu'ils aient besoin d'un Favors. Si lui arrivait à être coupé ou dispo, ça pourrait être franchement très très intéressant pour Boston. Vu le marché actuel, en plus de ça, des agents libres où il reste quand même plus grand chose, ou des vieilles gloires
qui peinent à retrouver un spot. Coucou DMC, coucou Dwight Howard et coucou les autres, quoi. Donc c'est vrai que là, on va pas s'attendre à un renfort, et quelle que soit la position d'ailleurs, de renom à mi-octobre, quoi. Oui, tout à fait. Je suis bien d'accord. Mais du coup, il y en a quand même un. C'est le cas Blake Griffin. Hein. Tu fais une belle transition. Alors Blake Griffin, honnêtement, je sais pas. Voilà. Je crois que c'est un peu notre cas à tous. Hein. On en a un peu parlé en off. On ressent pas grand chose face à ce move en fait. On sait pas. Voilà. Alors j'ai vu passer un tweet qui m'a fait sourire hier, donc je vais le partager avec vous. Ça disait en gros. Bon, exactement, je sais plus, mais ça disait en gros, la dernière fois qu'on a signé un ailier fort de plus de 30 ans, qui sortait d'une saison quasi blanche et que certains disaient foutu, regardez ce que ça a donné. En référence, bien évidemment, à Al Horford. Bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais on va dire que j'y crois pas trop quand même. S'il prend quelques minutes et qu'il dépanne un petit peu, je pense que ce sera déjà pas mal, quoi. Ouais, et puis l'autre stat qui ressortait beaucoup, c'est sur sa capacité à provoquer des passages en force. C'est ce qui ressort de plus. Et quand en plus dans ton équipe tu as Derrick White et Marcus Smart, on peut voir des Celtics le cul par terre relativement souvent cette saison. Je pense que ça, on peut s'engager là-dessus sans trop se tromper d'ores et déjà. Ça risque d'arriver, ouais, c'est clair. Ouais. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'effectif. La question, donc, effectivement, vous en avez parlé, c'est vrai qu'il y a cette question par rapport aux joueurs qui sont sujets aux blessures. On a parlé du front de courte avec Danilo, avec Rob. On peut s'interroger sur Al, je pense qu'il va falloir quand même être prudent parce que, bon, je vous dis ça alors qu'il a déclaré lors du Media Day qu'il avait renforcé son corps à l'intersaison spécifiquement et qu'il voulait jouer les back-to-back. Bon, tant mieux, hein, mais bon, il faut pas oublier que papa a 36 ans et que, à mon avis, il va falloir s'économiser un tout petit peu si on veut pas prendre le risque de le voir s'esquinter lui aussi. Vous avez parlé de Brogdon, donc c'est sûr que ça risque d'être un point d'interrogation aussi à ce niveau-là. Voilà, le sujet des blessures, ça peut être aussi quelque chose qui nous tombe dessus et sur lequel on ne pourra pas faire grand-chose. Donc, moi, j'ai une question. Dis-moi. Par rapport à la construction de l'équipe, moi j'ai l'impression, alors je sais qu'on est dans le monde merveilleux du positionless basketball, où il n'y a plus de poste, où ça n'existe plus, où c'est génial, tout ça. Néanmoins, on est quand même dans une ligue où les meilleurs joueurs sont grosso modo quand même, je vais faire mon vieux CON, sur le poste 3, donc des ailiers. Nous, en vrai ailier pur et dur de formation, on n'en a que 2 et c'est nos 2 meilleurs joueurs. Est-ce que ça, c'est pas un peu un problème? Alors qu'on voit les Clippers, ils ont que ça. Eux, c'est l'excès inverse, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment que des ailiers et des shooting guards. Est-ce que on manque pas un petit peu d'un troisième mec, parce que Jalen Brown peut manquer des matchs, Jason Tatum aussi. Est-ce qu'on manque pas d'un vrai ailier par rapport à justement cet effectif et à la construction de cet effectif, selon toi? Si, clairement. Disons que sur le papier, quand tu fais si on essaye un petit peu, comme tu disais, de faire du poste par poste, même si ça n'a plus forcément cours, de vrais ailiers, ouais, on a Jason Tatum, puisque quand même Jaylen Brown démarre arrière. Mais voilà, on peut penser à Sam Hauser derrière, si jamais ça marche. Est-ce que c'est un ailier? Est-ce que c'est un ailier fort? On le sait pas trop. Maintenant, moi, j'ai vu ça autrement. Bon, on a un 5 de départ qui est superbe, je trouve. On a beaucoup plus de profondeur sur le backcourt. Les galères sont toutes arrivées à l'intérieur en plus, donc c'est sûr que le déséquilibre, il est là. Déjà, notre effectif sur le papier, il était un peu mieux à l'extérieur. Et en plus de ça, les problèmes tombent dans la raquette, à l'intérieur. Moi, je pense quand même que la richesse de notre backcourt devrait nous permettre de gommer un peu ces problèmes-là. On se disait donc, comme vous l'avez dit, qu'il y aurait sûrement des séquences où on aurait Smart, Brogdon et White en même temps, ou bien ces 2 joueurs-là avec Pritchard. Pour ce qui est de la défense, je pense que ça posera pas de problème parce que on a parlé de Brogdon, les qualités défensives de Marcus, on les connaît, il peut défendre les 2, il peut défendre les 3, il n'y a pas de souci.
Oui, d'ailleurs, je pense qu'il peut défendre à peu près tout le monde. Hein. Il défend même Joel Embiid, ça lui pose pas de problème. Euh, Brogdon, il peut défendre un 3. Je pense pas que ce soit un souci. Si jamais on imagine avoir Pritchard sur le terrain avec eux à ce moment-là, ça pourrait lui permettre de se concentrer sur le shoot avec ces deux mecs qui peuvent porter la balle, en plus de Tatum, s'il est sur le terrain en même temps. On a vu ces séquences un peu dans la pré-saison, donc je pense que ça arrivera sûrement. On peut avoir des line-up où, comme tu dis, où du coup Brown va glisser 3, Tatum va glisser 4. On peut avoir Grant Williams qui va jouer un peu small ball. Enfin, c'est voilà, ouais. On est d'accord que le poste d'ailier pose un problème sur le papier, mais je pense quand même qu'on a l'effectif pour voilà, ce sera pas parfait, mais on peut le gommer en utilisant, je pense, des schémas comme ça. Moi, je vois un autre défaut majeur dans la profondeur, c'est sur le poste 5. On a certes Rob Williams qui est très très bon quand il est là. Problème, il n'est pas toujours là. Et après, quand même, il manque pour moi d'un deuxième rim protector, un mec qui est capable d'être un peu dissuasif défensivement parlant et qui est capable de courir aussi, ce que n'est absolument pas Luke Cornett. Moi, partir avec Luke Cornett en option 2 au poste de pivot, personnellement, ça m'inquiète quand même un peu. Je vais pas faire le. Je trouve que c'est quand même. Alors oui, il apporte quelque chose d'autre. C'est un profil complètement autre, mais je sais pas. Est-ce que c'est vraiment un profil qui fit aux côtés des autres? J'ai un peu un doute. Donc, je sais pas, j'aimerais avoir ton avis, Jo, toi qui t'es penché sur ça. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'en fait l'option 2, c'est Horford. Je pense que dans le starting line-up, on a les deux sur le terrain à la fois, mais comme je disais, il Alors, du passe. coup, comment on fait pour l'économiser? Parce que, comme tu l'as dit très justement, il a un âge vénérable, il est même plus jeune que moi, mais il a un âge vénérable quand même. Comment on fait pour le préserver si on est obligé de le faire jouer? C'est un peu tout le dilemme, en fait. C'est le dilemme. C'est tout à fait le dilemme. Ça va être compliqué. Moi, je pense qu'on en est un peu réduit là à espérer, en fait. Je sais pas comment ça va se passer. Mais oui, dans l'état actuel des choses, si l'option 1 c'est Rob, l'option 2 c'est Horford et que derrière on a Kabengele, Griffin, je ne sais pas, il jouait un peu 5. Bon, après le line-up des Nets c'était quand même très particulier. Voilà, il y a tous ces mecs là. Est-ce qu'il y en a un qui va sortir un peu du lot, se montrer et qu'on va dire bon bah toi, ce sera toi qui sera le numéro 3 au poste de pivot, qui prendra les minutes qu'il faut prendre, qui sera peut-être titulaire une fois de temps en temps sur un back-to-back pour que Al se repose ou quand Rob a mal quelque part ou voilà. Je te rejoins complètement. L'interrogation sur le poste de pivot, elle est bien là. Il faut espérer que Rob va revenir, qu'il sera en bonne santé, qu'il pourra tenir dans la durée et qu'on arrivera à économiser un petit peu Al, mais on est bien d'accord que sur le papier, c'est pas gagné. Après, moi aussi, quand je vois ce roster, moi, ce qui m'indique aussi, c'est que, en fait, tu es obligé, quoi qu'il arrive, tu as pris le parti. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais tu es obligé de jouer small ball, finalement. Et même, on peut même envisager Grant Williams aussi sur du poste 5, un peu. Comme Brad Stevens l'avait tenté plusieurs fois, je me rappelle d'un match notamment à Atlanta où il avait fait ça beaucoup. Euh, mais tu as pris une direction, alors qui est escalée, mais tu es obligé de t'y tenir, quoi. C'est-à-dire que tu sais que tu vas dans la raquette, systématiquement, tu vas être dominé en taille. Et bon, après, c'est un choix, pourquoi pas. Est-ce que ça te gêne ou pas? Est-ce que ça me gêne? Ouais, un petit peu, ouais. Je sais pas bien où on va avec ça, mais de toute façon, comme on le disait, avec les joueurs qu'on a et avec ce qu'on a à notre disposition, après, il reste, comme tu l'as dit, il reste la possibilité d'essayer de signer quelqu'un d'autre. Si on arrive à récupérer Derek Favors s'il se fait cut, on rediscute. Mais à l'heure actuelle, c'est pas à l'ordre du jour. Donc on a Al Horford qui est option 1 pour l'instant. On attend que Rob Williams revienne. Derrière, on a un espèce de micmac qui va se jouer entre Cornet, Kabengele, peut-être un peu Blake Griffin, peut-être Grant Williams qui aura sûrement plus de minutes, mais du coup, est-ce qu'il en aura en 5 en small ball? Ça, je sais pas. Ça dépend un peu
Je sais pas si Hugo en a parlé, c'est le moment où j'ai été un peu coupé. Est-ce que ça lui plaît à Mazzula, le small ball? Je sais pas. On n'a pas trop de réponses. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ça et de savoir comment ça va se goupiller. Est-ce que tu as autre chose à dire sur cet effectif pour l'instant? On le rappelle encore une fois, incomplet des Celtics version 2022-2023. Non, pas grand-chose. Je pense que j'ai fait le tour. Moi, je suis quand même assez confiant malgré tout. Il me plaît bien cet effectif. Encore une fois, il faut espérer que Rob reviendra bien, parce que si c'est pas le cas, c'est clair que la saison aura pas du tout la même gueule. Comme j'ai dit, j'attends rien de Gallinari. S'il revient, ce sera du bonus. De toute façon, je me dis que Sam Hauser va assurer l'intérim tranquille. Et puis voilà, il n'y a pas d'urgence. On va voir comment l'équipe attaque la saison. On va espérer qu'il n'y ait pas de grosses blessures supplémentaires. Il y a quand même un peu de profondeur, même si, voilà, comme on disait, au plus on creuse dans l'effectif et au moins c'est qualitatif. Mais il y a des joueurs qui peuvent prendre des minutes. On peut espérer reposer un petit peu certains joueurs. C'est pareil, on disait en fin de saison l'année dernière que Tatum arrive en finale NBA complètement cramé. Tatum, il va pas se reposer cette saison encore. Hein. Ça semble compliqué. Hein. D'ailleurs, quand on se faisait nos podcasts ou sur nos cibles à l'intersaison, on voulait presque tous un ailier et au final, voilà, on a fait venir Brogdon, c'est bien, on s'y attendait pas, mais on n'a pas d'ailier et voilà. Et on repart comme ça. On brûle de dire, mais il y a Sam Hauser, je viens d'en parler, tu m'as pas écouté. Je vois à sa tête qu'il est déçu. Je le laisse parler, je dis rien. Je suis désolé, Titouan. J'aime beaucoup Sam Hauser, comme j'ai dit. Hein, c'est vraiment avec l'arrivée de Brogdon, c'est vraiment ce qui me hype le plus. J'étais comme un gosse là devant les deux matchs quand je voyais ces 3 points qui pleuvaient. Mais est-ce que ça suffit vraiment? Pourquoi avoir un Norman Powell ou je ne sais qui quand on a un Sam Hauser? Eh ben, écoute, j'espère vraiment que tu auras raison, vraiment. Messieurs, donc ouais, juste pour finir. Ah, tu vas nous couper. Je vais vous couper. Ah, tu avais pas fini, Johan? Non, je voulais juste dire que donc voilà, qu'on voit comment démarre la saison, on n'est pas pressé. Et puis éventuellement, il y aura la trade deadline en février. Je pense qu'on peut tous aujourd'hui dire qu'on fait confiance à Brad Stevens. Il nous sortira peut-être un move extraordinaire qui nous confirmera en tant que favori pour le titre. Et bien, sur ces belles paroles pleines d'optimistes, on va passer la parole à Robin, qui lui aussi s'est posé une question. Enfin, je crois. Enfin, il a essayé du moins. Robin, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Bonsoir à tous. Ouais. Salut Robin. Quelle question t'es-tu posé, toi? En fait, quand j'ai entendu un petit peu là tout ce que vous venez de dire au niveau de la polyvalence de cet effectif, etc., du nouveau coaching, des contraintes qui sont imposées un petit peu par tout ce qui est impondérable de blessures ou même des choix qui ont été faits pendant l'intersaison. Tout simplement, je me suis posé un petit peu la question du style qu'on allait aborder un petit peu, qu'on allait avoir cette année, que ce soit défensif ou offensif, parce qu'effectivement, on va avoir des vrais changements de line-up. On va se mettre à jouer un petit peu plus petit sur ce qui avait été annoncé de base, même à l'époque où Ime devait être coach. Hein. Brad Stevens avait vraiment récupéré l'opportunité Brogdon pour pouvoir permettre justement de gagner en polyvalence et combler des trous qui étaient la pression sur le cercle. On rappelle que Malcolm Brogdon, c'est 40% de ses shoots sont au cercle. Ça fait partie du 90e centile. Donc c'est quelque chose qui était très important nous d'acquérir, plus après du catch and shoot et du spacing. Et du coup, moi je me pose la question un petit peu de savoir du coup comment le roster va réagir à ça et quels vont être les ajustements en termes de style. Donc pourquoi pas, je pense, une pace déjà plus élevée pour commencer. Tu vas commencer par offensivement, à quoi tu t'attends? C'est ça, ouais. Ok. Exactement. Je pense que le fait d'avoir autant de porteurs de balles dispo fait que par exemple sur n'importe quelle prise de rebond, il y a des 5 où en fait tu te rends compte que quasiment la totalité de ton équipe peut conduire une contre-attaque sans problème. Donc je m'attends potentiellement à une pace bien plus élevée. Tu as gagné en spacing, donc potentiellement aussi dans des shoots plus tôt, ce qui risquerait d'accélérer le rythme aussi. Le fait de jouer vraiment plus petit et de vraiment quasiment limiter ces line-up à 2 bigs, encore une fois, te permettra tout ça. Je pense qu'on a vu un aperçu, même si c'est de la pré-saison et que souvent en pré-saison ça va un peu vite, c'est un peu brouillon.
On voit bien malgré tout que sur les rebonds qu'on prend, on pousse pas mal le rythme. On a des shoots qui sont pris tôt, malgré tout qui sont bons. En plus, j'ai trouvé dans l'ensemble, parce qu'on a encore une fois, des porteurs de balles qui sont compétents, je trouve, dans ce domaine. C'est aussi pour ça, je pense que vous parliez tout à l'heure de l'intérêt de Derrick White, etc. Je pense qu'il y a 2 intérêts à le garder. Un, c'est quelqu'un qui peut épouser plusieurs rôles, donc qui pourra se fondre clairement dans un collectif, peu importe l'arrivée de un tel ou un tel, c'est quelqu'un qui trouvera toujours une place et une utilité dans un roster. 2, c'est quelqu'un qui peut assumer 30 minutes sans problème si jamais, par exemple, Malcolm Brogdon venait à se cogner le pied dans une table basse. Donc, toutes ces petites choses-là, en fait, font que je pense qu'il aura vraiment son utilité et que chaque soir, potentiellement, un rôle différent. Vraiment, c'est le petit couteau suisse qu'on va avoir. Autant on va avoir d'autres personnes qui vont avoir des rôles prédéfinis, je pense. Autant White, je serais pas étonné de le voir dans des 5 startés, de le voir dans d'autres configurations, en fonction des match-ups que tu rencontres, etc. Donc offensivement, ouais, déjà pour commencer plus de pace, je pense que vraiment la pression au cercle va être beaucoup plus importante aussi que les années précédentes. Ça a été un de nos gros Qu'est-ce que problèmes. tu entends par pression au cercle, qu'on soit bien clair? Ne serait-ce que par exemple le nombre de tirs qu'on prend dans la restricted area. On n'est pas une équipe qui est connue Alors, pour la restricted area ou autour du panier. plus largement la raquette pour être un peu mieux Exactement. de jeu. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, on était sur à peu près 24 tentatives par match, c'est 22e. Mm. Donc, malgré justement qu'on ait des ailiers, des shotmakers, etc., je trouve qu'on n'allait pas assez au cercle. Brogdon va clairement corriger ce tir-là. Et le physique que Tatum arbore sur ce début de saison, je pense, va aussi le faire. C'est-à-dire qu'il a perdu du poids, je le trouve beaucoup plus mobile. Et je trouve que sur son drive, j'ai l'impression que son premier pas est un peu mieux. En tout cas, on allait le voir chercher pas mal de lancers, même s'il était en travers au tir, etc. sur le deuxième match contre Toronto. Alors, est-ce que c'est parce que aussi on avait 2 line-up en face de nous, que ce soit les Hornets ou Toronto, qui avaient très peu de menaces en termes pour protéger leur cercle? Peut-être. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a cette volonté de vouloir ça. J'ai trouvé qu'on avait beaucoup plus de jeux off-ball et de potentiel à jeu off-ball aussi. On a beaucoup reproché à nos différentes line-up et à Ime l'année dernière d'avoir des fois un jeu statique trop basé sur les Jets, démerdez-vous et soyez bons. Euh, Là, le fait encore une fois de ramener et d'avoir Derrick White qui, rappelons-le, va faire son premier training camp avec nous, d'avoir Brogdon, d'avoir aussi des Pritchard qui ont mûri, parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça reste une éventualité, d'avoir un Grant Williams qui, pareil, a mûri, a pris de la bouteille et qui n'est pas qu'un shooter. Je le répète, on a vu encore quelques petits trucs sympas là sur les matchs de pré-saison avec des passes justes. On a des bigs qui savent très très bien passer aussi. Donc du coup, je pense vraiment que ce jeu off-ball va être accentué par justement ces line-up un petit peu plus petites, etc. Donc je serais pas étonné vraiment qu'on voit une attaque un peu plus léchée, un peu plus collective et beaucoup moins statique que l'année dernière. On était 10e offense de la ligue l'année dernière, il me semble. Je serais pas étonné si on gagnait vraiment des places sur ce côté-là du terrain et qu'on soit plus performant. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je pense que c'est vraiment le parti pris de cette année sur cette intersaison, etc. C'est ce qui a voulu amener Stevens à ses coachs et c'est ce qui nous a clairement manqué l'année dernière, notamment en finale. C'est-à-dire que quand on voit des Jets ou usés ou qui sont pas dedans, etc. Tout de suite, t'étais un peu lisible. Et là, clairement, on vient clairement d'augmenter notre panel et nos possibilités offensives, je trouve, cette année. Ouais. Donc toi, tu t'attends clairement à des Celtics entre guillemets plus offensifs en 2022-2023, avec un style légèrement différent, à savoir on pousse un peu plus la balle. De toute façon, c'est pas très très compliqué parce que de mémoire, quand on pouvait boire un coup à chaque fois que on jouait une contre-attaque, on n'aurait pas été sous à aucun des matchs quasiment. Mais c'est vrai que c'est un truc on s'est très peu appuyé dessus. Avec aussi des joueurs off-ball plus impliqués, si je te rejoins.
quid de nos intérieurs un petit peu au profil, comment dire, sans être désobligeant. Allez, atypique. Ouais, après, moi, enfin, l'intérieur, je pense qu'il faut faire un deuil de l'année dernière. Déjà, il faut se rappeler que l'année dernière, quand on a commencé avec Al Horford et Rob Williams, il y a pas mal de gens qui ont levé les boucliers. On s'y attendait pas. D'accord? Vu que ça a bien marché, c'est ce qu'on peut dire, je pense qu'on en a fait vraiment une valeur étalon et qu'on veut pas rebouger, etc. et qu'on se cramponne un petit peu à cette idée. Faut pas oublier qu'on a eu aussi des attaques très performantes avant avec seulement Orford en 5, etc., etc. La vraie problématique, je trouve, et vous l'avez annoncé tout à l'heure, c'est ces histoires d'économie de minutes, tout ça. Mais même encore là, oui, t'es plus petit en 5. Par contre, t'as aussi des line-up qui vont te permettre d'avoir des backcourts beaucoup plus grands que les backcourts adverses. D'accord, tu vas avoir aussi, enfin, on a quand même des ailiers qui sont réputés pour être des très bons rebondeurs. Tatum est un excellent rebondeur. On a des gens qui sont très très sérieux, tout ce qui est box out. Je pense à Grant Williams. Grant Williams est une saloperie sur la raquette et protège vraiment nos rebonds, etc. Il y a des coups qui traînent, etc. Il y a du QI basket absolument sur tous nos gars du roster. C'est-à-dire que même des gars, comme vous disiez, comme Pritchard ou éventuellement Hauser, qui n'ont pas forcément les outils athlétiques, on a un QI basket, on a un système, et on ne l'a pas dit assez, qui est en place. C'est-à-dire qu'encore une fois, malgré les ajouts, tu as un roster qui a très peu bougé, qui a vécu une saison défensive absolument folle, et qui a déjà des repères. Et qui a en plus une mentalité, enfin, premier match de saison, t'as Smart, il saute à plat ventre pour aller choper un ballon et tout. Enfin, on sent que c'est dans notre ADN et que ça bougera pas. Donc, je comprends qu'on ait des craintes, mais je me dis aussi on a une sacrée tête pensante qui, on n'oublie pas, était vraiment coach et connaît son roster jusqu'au bout des doigts parce qu'en plus, il l'a coaché pour la plupart. Et il y a une idée derrière et cette idée, j'y crois. C'est-à-dire que effectivement, je pense qu'on aura éventuellement ce petit rebond qui a été chopé parce que tu n'avais pas le grand à ce moment-là et qui va faire rager. Mais je suis pas sûr en fait que à terme, vu la pace qui va augmenter, etc., on soit si perdant en fait. Je pense que c'est une concession que tu t'autorises à faire sur ce plan-là, mais qui est valorisée et qui a un apport en fait de l'autre côté. C'est un pari, ça reste un pari, puisque potentiellement tu vas changer quelque chose qui marchait, mais il y a aussi d'autres enjeux contractuels et encore une fois, il y a une succession d'Orford qui va aussi se préparer, etc. Donc il faut penser à tout ça et Grant Williams, par exemple, fait partie pour moi des enjeux de la saison à ce niveau-là, que ce soit offensif ou défensif. Aujourd'hui, offensivement, maintenant qu'il est respecté à 3 points, on a une séquence encore hier où il y a une feinte à 3 points, il touche pas le ballon, paf, il pose le ballon par terre, il y a un drive qui finit au panier. C'est quelqu'un qui utilise très bien le jeu off-ball pour aller chercher des mismatchs, pour aller embêter les petits, pour aller chercher les gens qui sont cachés, etc. Donc, il y a un parti pris de jouer plus petit, d'être beaucoup plus polyvalent, d'avoir beaucoup plus de possibilités et d'être moins enfermé, moins lisible. Moi, je le prends. Je le prends parce que, encore une fois, je suis pas sûr qu'il faille être la meilleure défense de NBA pour gagner un titre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faut au moins être top 5, top 6 pour vraiment espérer être contender, ne serait-ce que même sur une saison régulière. On parlait de reposer les gars. Si demain, offensivement, tu es capable de poser des runs qu'on n'a jamais pu poser l'année dernière, par exemple en début d'année, bah vous parliez de repos. Moi, s'il y a des garbage time qui jouent parce que tu as des mecs qui ont mis des perles et poussé la pace face à des équipes qui en saison régulière défendent un petit peu moins, il faut le rappeler aussi, bah moi je prends. Donc, Oui, après, l'économie à peut voir. se faire là aussi Tu en vois? étant capable de tuer les matchs, chose Ouais. dont on n'est pas réputé pour être bon là-dedans quand même. On L'année va le dernière, rappeler, sur nous, la on n'est deuxième pas une partie de équipe saison, qui on aime a mis bien se des faire peur cartons. tout le temps. L'année Comment? dernière, en deuxième partie de saison, je nous ai trouvé vachement plus sérieux. On a commencé à mettre des cartons. On a vu Hmm. quelques années. Début de saison, c'était beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, on a été catastrophique dans le clutch. Ça nous a coûté beaucoup en termes d'espérance de vie à nous les fans. Mais du coup, il y a plein de choses à prendre en compte, voir comment ça clique, etc. Je pense que cet nouvel aspect offensif, à voir comment Mazzulla gère tout ça, bien évidemment. Sur ce que disait Hugo, je crois que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le guard play. Tant mieux, il a de la cam. Donc, à voir.
Moi, j'ai toute confiance en ce que Stevens fait depuis qu'il est là. Euh, il avait choisi Ime en termes de coaching, l'homme, etc. Bon, vu tout ce qui se passe, je me prononcerai pas là-dessus, on sait pas trop. Par contre, force est de constater qu'en termes de coaching, bah, le mec, il a visé juste. Je vois pas pourquoi il pourrait pas réitérer l'affaire. En plus, c'est quelqu'un qui connaît déjà le groupe. Encore une fois, il y a une continuité sur des gens qui sont allés en finale NBA. Ouais, normalement, moi en tout cas, sans jeu de mots, les voyants sont au vert. Bon, c'est tellement beau, j'ai presque envie de finir là-dessus. C'est fini. Mais je vais t'enlever ce plaisir. J'aimerais qu'on se refocalise 2 secondes sur la défense. Alors, une chose qu'on a très bien faite l'année dernière. Est-ce que, enfin, moi, alors c'est marrant parce que toi, tu trouves qu'il y a une valeur ajoutée sur l'attaque. Mm. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce que tu valorises le plus. Alors que moi, quand je me dis on récupère Malcolm Brogdon, je pense d'abord à la défense. Alors, c'est assez rigolo. Bah alors défensivement, si tu veux, moi le seul souci que j'ai au départ, c'est avec la perte de Robert Williams, c'est plus une perte de rôle, je trouve. Hmm. On n'aura pas ce Lomen avec la seconde lame aussi performant que Rob Williams. En même temps, il y a plein d'équipes qui l'ont pas, mais nous, c'était un de nos points forts, etc. Donc effectivement, clairement, on a un style qui va, à mon avis, vraiment se pencher sur une grosse partie de switch pendant la saison régulière, je pense. En fonction des gens que tu fais rentrer, Cornet ne peut pas jouer en switch, hein, donc Hmm. tu feras sûrement un petit peu de drop, etc. Mais je suis très confiant en fait dans le fait qu'on a des guards et des ailiers tellement performants défensivement que tu peux te passer de cette protection de cercle quasiment élite, en fait, notamment en saison régulière. Je dis pas qu'on sera pas meilleur avec Rob Williams, hein, loin de là. Mais par contre, je me dis que tu vas défendre le point d'attaque de façon élite parce que bah, tu as déjà Marcus Smart en premier rideau, d'accord? Que quand Marcus Smart il sera pas là, et ben effectivement, tu auras des Derrick White et des Brogdon qui vont jouer contre des bons NBA. Normalement, ça devrait être dans les cordes, d'accord? Donc effectivement, on va avoir une défense aussi qui va être très très mobile sur les aides. On a déjà vu des aides qui sont hyper agressives où tu te retrouves à entourer des porteurs de balles très très rapidement. Encore une fois, on estime manquer de longueur dans la raquette. Je le redis, sur tous les autres postes, on est long, on est grand. Donc tu as des mains qui vont traîner de partout. T'as des... il y a beaucoup de playmakers défensifs à chaque poste. On parlait de passage en force, il y en a. On a des gars qui sont très actifs sur les lignes de passe, avec du fil basket et tout. Donc je pense que cette défense de cercle élite euh, va nous embêter, notamment sur des match-ups, mais pas sur une saison régulière complète ou sur les 2 mois, si tu veux. En plus, on est sur une conférence où bon bah tu vas te manger Embiid un petit peu, etc. Mais après, tu as aussi, enfin, je veux dire, par exemple, tu vas à Toronto, bah ils ont pas non plus de big qui vont vraiment te faire chier. Les Hornets, c'est pareil. Il y a pas mal d'équipes à l'est en fait qui vont te permettre quand même d'accepter ça au début de l'année, je trouve. Tu vois, même par exemple Miami avec Adebayo n'est pas une menace offensive où tu te dis oh là là, il fallait absolument que j'ai de la viande. Oui, peut-être sur certaines phases ça va te manquer, mais je préfère avoir une mobilité pour défendre le passing d'Adebayo qu'un baobab de 10 mètres qui l'empêche de prendre un fadeaway parce qu'en fait c'est le tir que j'ai envie de lui donner. Tu vois? Hmm. Donc je m'attends encore une fois à une défense beaucoup plus mobile, très active, parfois même suragressive. Donc il va nous changer un petit peu. Mais ouais, le mot, que ce soit offensif ou défensif, c'est la mobilité. De toute façon, c'est obligé parce que bah, effectivement, tu baisses en gabarit. Faut pas oublier que malgré les petits gabarits qu'on a, pour certains, on a des mecs qui sont hyper costauds. Enfin, on rappelle quand même que Grant Williams, il a pris le TGV de Giannis en pleine poire, il est toujours en vie. Donc rien que ça, tu vois, sur l'échelle du crash test, c'est hors Thessalonique catégorie. Express. C'est hors catégorie. On rappelle aussi que sur la première année, il a été utilisé en pivot, sur sa première année, il a été utilisé en pivot et il a même fini des matchs en tant que pivot sur des séries de Hmm. playoffs. Et c'était face à des gens comme Gasol, Ibaka, etc. Alors, c'était peut-être pas le grand Marc Gasol, mais ça reste quand même des très bons joueurs NBA. C'est quelqu'un qui est très très solide pour défendre les pivots qui ne sont pas aériens. Enfin, moi je trouve qu'il a une prise au sol, il est vissé au sol, c'est monstrueux. Donc, j'ai j'ai pas tant de grosses inquiétudes, hormis effectivement
ce genou de Rob Williams qui, à mon avis, reste un couac et qui n'était pas prévu en termes de longévité. Je suis assez d'accord avec vous sur le fait que l'opération est tard. Après, je suis étonné qu'à moitié dans le sens où on savait qu'on avait tiré sur la mule parce que tu avais une fenêtre de titre et que bah du coup c'était tout ou rien et je m'attendais de toute façon à ce que potentiellement tu aies un petit coup de karma là sur le début de saison qui revienne parce qu'on sait que de base il est quand même un peu injury prone et qu'on lui a fait on a tiré sur la bête, faut pas se cacher. Est-ce que tu as ton mot de la fin pour cette saison qui s'annonce? Espérance, Alors, démesuré ou pas? Est-ce je le que trouve tu plus fort que l'année rêves dernière. du trophée Larry O'Brien toutes les nuits en Et attendant juin 2023? j'en rêvais même avec Sullinger, donc tu vois. Mais je le trouve plus fort que l'année dernière, ça c'est sûr. Après, il faut bien qu'on se rende compte que être plus fort que l'année dernière, ça suffit pas, parce qu'il y a aussi des équipes adverses qui sont plus fortes que l'année dernière. Il On faut va pas pas non faire le plus. listing là, hein. On a Non, bien pas sûr. Boston. Mais si tu veux, je trouve qu'il y a aussi pas mal de choses qui nous ont souri sur cette campagne de playoff. Bien sûr. Ce sera peut-être pas toujours le cas, tout ça. Donc oui, le travail a été fait en amont pour être meilleur. Maintenant, la certitude, elle n'existe pas, surtout quand tu as des monstres en face qui existent, qui sont là. On a du, on en a sous le pied encore une fois, parce que tu as un roster qui est jeune, qui va encore aussi se développer. On n'est pas à l'abri encore une fois de surprises. Ils vont parler de Sam Hauser, etc. Pritchard, pourquoi pas aussi. C'est quelqu'un malgré tout qui a pas peur du momentum, etc. et qui en fonction des blessures aura sa carte à jouer. Et c'est aussi là-dessus, je pense que sur cette profondeur de guard play où tu vas avoir un vrai avantage sur le reste parce que il n'y a pas que nous qui auront des blessés, etc. Et on sait qu'une profondeur sur ce poste-là qui te permet de faire tourner une boutique, qui te permet de faire tout ça, c'est primordial en fait. Donc on sait que même avec deux blessés sur le poste de guard, tu te retrouves avec un mec qui fait tourner la boutique. Je vous invite à regarder tous les autres rosters. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Donc rien que ça, sur une saison régulière, c'est Gucci, on va pas se mentir. Et du coup, bah, on verra pour la suite. Il n'y a plus qu'à aller choper le marabout de Pogba et le mettre sous le lit pour qu'il arrête d'embêter Rob Williams parce que Mbappé, il a rien, mais Rob Williams, je crois qu'il a pris plein fouet. Ouais, pour aller dans ton sens, c'est vrai qu'il y a une donnée qu'on prend pas assez en compte, c'est que souvent les équipes qui vont loin en playoffs sont les équipes aussi qui sont souvent une moyenne d'âge assez élevée. Et le fait qu'on ait signé Blake Griffin, le fait qu'on ait fait venir Malcolm Brogdon participe à cette augmentation d'expérience qui, à mon avis, en playoff, après c'est toujours pareil, il faut être en pleine santé, ça c'est primordial, c'est le truc numéro un. Mais si tout le monde est là avec l'expérience que ces joueurs ont, et Gallinari était venu aussi pour ça d'ailleurs, pour cet ajout d'expérience, c'est quand même un plus non négligeable, même si ça n'enlève rien au run magnifique de la dernière de Boston. Si tu veux, moi, là où je suis un tout petit peu mitigé sur cette histoire d'expérience, c'est que, en fait, je pense que aujourd'hui, dans le groupe, tu as besoin d'expérience peut-être humaine, éventuellement pour calmer des momentum de vestiaire, etc. Parce que le problème qu'on a, c'est que malgré qu'on ait des gamins, entre guillemets, en termes de leader, Tatum, il a 74 matchs de playoff. Griffin, il peut seulement s'accrocher. En termes d'expérience terrain, tu vois. Et du coup, c'est très compliqué, notamment, enfin, on est un cas un petit peu à part, je trouve. Sur ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on construit sur des minots qui potentiellement ont plus d'expérience playoff que la plupart des vétérans NBA qui sont encore potables, si tu veux. Donc je pense que des vétérans humains pour gérer effectivement des pétages de câbles qui peuvent arriver dans le vestiaire, etc. Et encore, on en a déjà, hein. Mais ça, c'est oui. Après, le vétéran concernant le terrain, j'arrive pas à quantifier notre besoin tant on est précoce en termes de qualité là-dessus, tu vois. Et je pense qu'en plus la norme Non, mais est en après, train de moi, je changer. parlais pas forcément. Tu m'as pas compris. Je parlais pas forcément par rapport à l'année dernière, etc. Je dis juste que c'est un constat. De toute façon, quand tu regardes à chaque fois les équipes qui vont loin, généralement, tu retournes le problème dans tous les sens que tu veux. C'est les équipes qui ont la moyenne d'âge au cumulé le plus élevé. Donc, c'est pas anodin, je pense que
Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que tous les contenders cherchent des vétérans. C'est parce que tu sais que tu traverses mieux la tempête quand tu as des mecs qui sont habitués. Et je te parle pas forcément des playoffs en fait. C'est que pour tout le reste, d'avoir des mecs rodés au foot NBA, à ce que ça engendre au niveau d'une saison, des efforts qu'il faut faire, etc. Je pense que c'est quand même assez important. Sérieux, une constance, une éthique. De pouvoir tout du moins équilibrer, parce que là on était vraiment très très jeunes, et là je pense que ça, on est dans un équilibre avec des joueurs qui commencent à peine arriver à leur prime, je veux dire avec Tatum et Brown, et donc avoir cet ajout-là, je pense que ça peut être, enfin de mon point de vue, et encore une fois, je pense que le facteur numéro 1 en playoff c'est la santé, mais je pense que ça peut être bénéfique tout au long de la saison, quoi. Tu vois, pour Griffin, moi là où ce qui me convient en fait, c'est qu'on prenne des vétérans qui ont fait un petit peu le deuil de leur carrière passée. Ça me plaît. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même encore pas mal de vétérans qui font pas ce deuil-là, qui acceptent pas forcément certains rôles. Et ça, par contre, qu'ils soient bons ou pas sur le terrain, ce qui m'intéresse effectivement, c'est que du coup, tu as l'air quand même d'avoir quelqu'un qui a accepté le fait que il avait plus forcément les cannes et qui prendra le rôle qu'on lui donne si on lui donne un, tu vois. Et j'ai pas trop peur des takes potentiels de Griffin qui joue pas, ou au même titre par exemple que tu as eu Mister Freedom là qui a fait une belle sortie sur email l'autre jour, etc. Tout ça là, j'ai pas peur de ça avec Griffin, et rien que ça me convient. Complètement. Messieurs, on devait faire court et finalement on a fait long, comme à chaque fois qu'on parle de Boston. C'est étonnant ça. On explose complètement le format dans lequel on s'était engagé, donc on va clôturer là-dessus. On va se donner rendez-vous très bientôt. De toute façon, je pense que peut-être qu'on fera un point peut-être à la fin des matchs de pré-saison, ou en tout cas pour les premiers matchs de la saison, comptez sur nous pour vous donner nos impressions. Je vous invite aussi à commenter, à partager ce pod. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas non plus à le faire. On est là, on vous écoute, on vous lit évidemment, et on vous dit à très vite, et on vous souhaite à tous une très très bonne saison de NBA. Je suis très très fatigué, excusez-moi, et on se dit à bientôt. Bye bye. Bye, ciao. Ciao. Salut tout le monde. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points, and Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jack, down the stretch.